Je choisis finalement de faire appel à tes services. Oui. Et tu me prépares un event qui va être tenu secret. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. C'est de se dire à un moment donné pourquoi les gens ils ont du mal parfois à organiser les événements. Pourquoi il y en a qui disent qu'ils sont allergiques aux événements, c'est trop de stress. Du coup, moi, j'ai un peu accumulé tous ces mots en me disant je vais créer une agence. Comment je me différencie? Par les lieux insolites d'une part et par le fait que les lieux soient tenus secrets. Pourquoi? Parce que je trouvais aussi que ce qui manquait en fait c'était le retour à l'enfance. Ça c'est un truc dans le regard, ce qui se passe, c'est retour en enfance assuré. C'est l'émerveillement, c'est la surprise, c'est le mystère. Et je trouve que c'est ce qui manque un peu à nos vies et nous c'est ce que Between vient apporter aux clients. À quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi un peu les conseils que tu lui donnerais aujourd'hui? Franchement, lance-toi. Arrête de tergiverser pendant 1000 ans. C'est A ou B. Tu choisis. Comment tu qualifierais la jeune femme que tu es aujourd'hui et ton mindset d'aujourd'hui? On parle beaucoup du positif, c'est vrai, mais il y a aussi les expériences de vie, les épreuves de vie, qui forgent aussi, je trouve, la personne que je suis devenue. Et je pense que ça m'a beaucoup appris la résilience. Tu sors de là et tu dis, à un moment donné, je suis obligée de me connaître parce que sinon je m'écroule en fait. Bienvenue sur Romande Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de Qual Insight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Romande Insight. Salut Noël, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Romande Insight. Bienvenue à toi. Merci Esther, c'est gentil, merci pour l'invitation. D'autant plus que je ne te connaissais pas il y a 6 semaines en arrière. Ok. C'est vrai que, comme je t'avais dit au moment où j'ai pris contact avec toi, je t'ai entendu dans le podcast de Max, La Savane de Simba, l'agence de com à Genève. Oui. Et j'ai vraiment beaucoup aimé toute l'énergie qui se dégageait de votre échange, tout ce côté good vibes, positif. Et puis aussi ce que tu fais, évidemment. Moi, je suis quand même dans le marketing, les études marketing. Oui. Mais tout ce côté événementiel, j'avais trouvé innovant. Okay. J'aime l'innovation, c'est mon moteur aussi à moi. Okay. Et j'avais trouvé que c'était différenciant. Et donc, j'ai eu envie de te rencontrer parce que je te trouve vraiment lumineuse et très rayonnante. Et donc, voilà, je suis ravie que tu sois aujourd'hui mon invitée. Hyper chouette. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, comme moi, il n'y a pas si longtemps, je vais te demander de te présenter en quelques mots. On parlera ensuite de ton parcours un peu plus en détail, mais peut-être déjà, Noël, dis-nous qui tu es, et aussi dans le business, parce qu'on va parler aussi business dans ce podcast, en quelques mots. Ok, donc moi je suis donc Noël Mendy, donc j'ai 35 ans. J'ai fondé et dirige une société qui s'appelle Between Us, donc c'est une agence événementielle à Genève et en Suisse. Je suis française de nationalité, je viens du Havre, donc c'est une petite ville en Normandie. Je suis arrivée en Suisse il y a maintenant 10 ans, donc en 2014, j'ai fêté la décennie là, le 2 juin 2024. Quoi dire d'autre? Je suis l'aînée d'une fratrie de 7 enfants. Oh, ok. Oui, je suis l'aînée d'une fratrie de 7 enfants, donc les 6 premières sont des filles et le dernier est un garçon. Oh là là! C'est sport, mais... voilà, j'ai 2 parents très aimants. Enfin, j'ai voilà un peu le résumé de mon existence. Je suis maman de 2 enfants aussi, qui ont 5 et 3 ans, en couple depuis bientôt 12 ans. Et voilà un peu pour te dire dans les grandes lignes. Écoute, c'est déjà super comme démarrage. Alors, peut-être quelques mots sur ton enfance, ton adolescence. Déjà, tu vois, je découvre que vous étiez 7. Oui. Comment ça s'est passé? Pas que ça, pas le côté familial évidemment, mais comment ça s'est passé un peu pour toi? Est-ce que tu avais un peu des rêves, des aspirations d'enfant ou de jeunesse? Oui. Oui, alors petite, en plus moi je suis l'aînée, donc on est un trio de têtes de 3. Il y a 2 générations dans la famille. Comment j'étais enfant? Alors j'étais hyper sacrément introvertie à l'extérieur, même parfois trop timide. Je m'exprimais pas forcément quand il y avait des choses qui me dérangeaient. Bien que tu étais l'aînée, en plus. Bien que j'étais l'aînée. Par contre, à la maison, c'est moi qui menais un peu la barque. T'étais le boss. J'étais un peu le boss, avec des sœurs qui prennent exemple sur toi, avec lesquelles on a des très, très belles relations. Nous, on est une famille vraiment très unie, donc ça, c'est superbe. Et en termes de rêve, moi, le monde m'a toujours attirée depuis petite. Les voyages, les autres cultures... Par exemple, moi, quand j'ai démarré l'espagnol, pour te donner un exemple, tu démarres l'espagnol, tu as 14-15 ans. J'ai tout de suite une appétence pour cette langue. Et les profs venaient voir en me disant « Mais est-ce que tu as grandi en Espagne puisque tu es
c'est fou, en fait, cette appétence que tu as pour cette langue. Et c'est vrai que j'ai une facilité avec les langues qui est assez... Donc forcément, cette appétence fait que tu as envie de découvrir le monde et de te dire, peut-être qu'avec l'anglais, avec le portugais, etc., tu arriveras aussi à avoir une appétence pour ces langues-là. Donc moi, les langues, c'est mon dada, les voyages aussi. Donc, tu as pas mal voyagé alors quand tu étais... Jeune, pas trop. Et par contre, dès que j'ai eu les moyens de commencer à voyager, j'ai parcouru le monde. J'ai fait plein de voyages. Et les voyages m'animent et m'inspirent, quoi. C'est vraiment... ça me rend heureuse. Ça fait vraiment partie intégrante de mon existence. Et tu as fait quel parcours au niveau études ou apprentissage? Puisque donc, c'était en France. Tu es arrivée il y a 10 ans, donc tu es encore en France. Oui. Alors du coup, j'ai eu un bac économique et social. Tu sais, j'ai fait un parcours assez classique. Ensuite, à l'issue de ça, j'ai fait une licence de langue. Donc anglais-espagnol, comme je te disais, avec l'appétence pour les langues. J'ai fait un master en traduction. Donc je suis allée à l'étranger. Et en revenant de mon master, j'ai dit non, mais en fait, je ne veux pas faire interprète de conférence. J'avais 22 ans, je me disais, j'ai envie de faire autre chose. Et c'est vrai que l'événementiel, c'est quelque chose qui me titillait. Moi, j'adore organiser les surprises, les anniversaires. Et du coup, j'ai repris un MBA en management de projet événementiel et ça a été la révélation, quoi. Okay. Je me suis dit, là, c'est vraiment mon métier de rêve. Enfin, il y a tout qui est réuni. Tu as les voyages, tu as ce côté créatif que j'ai, cette appétence aussi que j'ai pour la mode, les jolies choses. Et du coup, c'est le combo gagnant, quoi. Donc voilà. Ok, donc tu as le MBA en poche, très bien. Et tu te dis, je vais me diriger vers quel type de boîte? C'est quoi à ce moment-là tes aspirations, tes envies, sans te reconnaître le marché du travail? Mais je le connais. Tu te diriges vers quoi? Pas trop, mais je sais que je veux venir à Genève, ça clairement. Okay. Je découvre Genève, j'ai 18-19 ans sur une colo, parce que j'ai fait beaucoup d'animations plus jeune. Et je me dis, mais en fait, ce pays est incroyable. Enfin, cette région, elle est juste magnifique, quoi. T'as le lac, t'as les montagnes. Donc, je sais, c'est ici que je veux venir. Et puis, comme j'ai fait mon master avant en traduction et interprétariat, je sais que Genève, c'est the place to be, en fait, pour les interprètes de conférences. Donc, je sais que je veux venir ici. Après, en termes de boîte, j'ai pas de modèle type d'entreprise. Par contre, je sais que je vais être dans une société qui est internationale. Je veux parler les langues, je veux être avec des hispanophones, des anglophones. Ça, je sais que j'ai envie de ça, quoi. Ok, donc tu arrives à Genève, tu n'as pas de permis de travail. Non. Et tu te dis, je vais viser les grosses boîtes internationales de Genève et voir qui a besoin de mes compétences au niveau linguistique et au niveau organisationnel. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors, en amont de ça, juste pour info, je cherche quand même à Genève. Je commence déjà mes recherches à Genève. Pour la petite histoire, je fais mon stage de fin d'études chez TGV Lyria. Et, et Lyria, en fait, ils font la connexion entre la France et la Suisse. Donc, en fait, j'ai toujours eu ce lien avec la Suisse. Et du coup, moi, j'ai ma cousine qui est déjà dans la région et je commence déjà à postuler à Genève. Donc, j'essuie beaucoup de refus, mais je ne lâche pas, en fait. Et du coup, c'est l'OMC qui va me laisser ma chance pour un poste au bureau des conférences. Ouais, pas mal. Wow. Ouais. Pas mal. Ouais. Donc, premier job à l'OMC. Oui. Ensuite, tu as donc là, tu as quel âge? Tu as 25 J'ai 25 ans. 25 ans. 25 ans, ouais. La suite, explique-nous comment tu es arrivée de là à Between Us. Oui, exactement. Donc, 2015, donc l'OMC, 2014, pardon, l'OMC, 2015, l'OMS, je fais 8 ans. Et c'est marrant parce qu'en 2015-2016, je rencontre une femme qui s'appelle Tayo et qui organise l'Africa Fashion Show à Genève. Donc moi, j'adore la mode, je suis passionnée de mode, j'adore les défilés, enfin, je trouve ça grandiose, la Fashion Week, ça m'a toujours fascinée. Et du coup, je prends mon courage à deux mains et je lui écris en lui disant « Écoutez, je suis passionnée d'événementiel, j'adore ce que vous faites. Est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Donc elle répond tout de suite, elle me dit « Oui, avec grand plaisir. » Et donc on se rencontre. Et du coup, je commence à travailler dans l'événementiel de la mode et je l'aide à organiser l'Africa Fashion Show à Genève. Ah, tu bascules à ce moment-là. Ok. Je fais les deux en même temps. Hein. Ah, les deux en même temps. Ouais. D'accord. Donc sur mon temps off et sur mes week-ends, je fais les deux boulots en même temps. Mais je sais que c'est ce que j'ai envie de faire. Okay. Du coup, je fais ça la première année. La deuxième année, elle lance le défi de faire la Fashion Week à Genève. Donc, on commence aussi à travailler sur ce projet. Moi, je suis à mi-temps aussi à l'OMS. Et finalement, c'est un projet qui n'aboutit pas, mais ça reste un souvenir vraiment incroyable parce que j'ai adoré bosser à la fois dans l'événementiel et dans la mode. Ok. Voilà. Et du coup, je continue, je reviens aux Nations Unies, tant bien que mal, en me disant, écoute, je vais continuer quand même parce qu'il y a quand même des avantages et je ne trouve pas de boulot dans l'événementiel aussi. Ça, c'est une réalité. Et du coup, arrive la Covid. Premier bébé. Deuxième bébé 2 ans après. Et je me dis, non, mais à un moment donné, là, il faut vraiment que je crée ma boîte. Là, Mais
Et pourtant, à ce moment-là, tout le monde se dit surtout pas dans l'événementiel avec tout ce qu'on a vécu. Et tout le monde se dit ça. Et moi, je me dis pas du tout ça. Je me dis déjà, ce serait échappatoire, déjà de 1. Et de 2, je me dis, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Avec ce qu'on vient de vivre, il y a quelque chose à faire. Ok, donc ça fait le déclic inverse, en fait. Tous les gens qui disent, ok, on va faire des trucs en digital, remote, etc. Et toi, tu dis, non, il faut réunir les gens, il faut faire l'événementiel, du présentiel. C'est ça. Ok. Voilà un peu le chemin de vie. Intéressant. Oui. Il y avait juste encore un petit détail dans ta jeunesse qui m'intéressait. Je l'avais entendu dans le podcast justement de Max. Oui. C'est que tu as été une athlète de très bon niveau quand tu étais jeune et c'était du triple saut, c'est juste ? C'est correct. Oui, j'étais triple sauteuse, oui. Alors, en général, on dit souvent que les physiques de personnes noires sont souvent beaucoup plus athlétiques et beaucoup plus fortiches au niveau du sport. Oui. Tu peux m'expliquer comment c'est arrivé je sais pas s'il y avait comment on se découvre ce talent ? Est-ce que tu as commencé par faire de l'athlétisme et puis comment ça s'est développé en fait ? Ça s'est développé un peu pas le hasard des choses. Moi, j'aimais beaucoup la course et j'aimais beaucoup le saut. Je trouvais en plus le triple saut pour moi c'est la discipline que je trouve la plus jolie en fait en athlé. Explique-moi en 2 mots le triple saut. Donc tu as un cloche, une foulée bondissante et ciseaux et dans le sable. Donc c'est en 3 temps, donc triple saut, tu as 3 sauts. Et je trouvais ça tellement gracieux quand je regardais à la télé et je sais pas, il y avait l'esthétique alors qui t'avait séduite. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de beauté dans ce mouvement. C'est à la fois hyper technique et tellement beau aussi en fait. Donc du coup, par chance ou par je ne saurais pas te dire quoi, c'est ce vers quoi je me suis tournée. J'étais pas trop nulle en saut. J'étais même bonne en saut et du coup c'était longueur ou triple saut et puis moi j'étais assez athlétique donc du coup le triple saut c'est un peu imposé à moi, j'ai envie de te dire. C'est comme particulier comme sport, c'est vrai qu'on n'entend pas souvent cette discipline-là en particulier. Non, exactement. Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit là je vais pouvoir briller, je vais pouvoir me différencier, j'ai un talent, ou c'était vraiment un nice to have, un hobby dans lequel tu avais des facilités, tu avais plaisir à retrouver les gens qui étaient dans le club avec toi. C'était quoi un peu ton levier de motivation à ce moment-là ? Levier de motivation, les deux, je te dirais les copains, parce qu'on avait vraiment un club hyper soudé, hyper solidaire. Donc c'est vrai que les copains, les copines, c'est vraiment tes amis proches. Donc ça, pour répondre à ta question, c'est le premier aspect. Et le second, t'as cette facilité, qui fait que tu es bonne dans cette discipline, mais j'avais pas le mindset que j'ai par exemple aujourd'hui, tu vois. J'étais contente, j'allais aux France, je faisais mes qualifications, etc. Je me battais, attention, ça veut pas dire que je me battais pas, mais j'étais pas autant déterminée que je l'étais là. Ok. Et pourtant, tu as remporté, je pense, des batailles là-bas, tu as remporté des prix, on a fait des jolies choses en équipe, mais c'était cool, mais c'était ok. Attends, c'était vraiment mon sport de passion. Mais c'était ok. En fait, j'étais bonne, mais je poussais pas beaucoup plus que ce que je fais maintenant, par exemple. Ensuite, on avance, donc il y a le Covid, il y a la détermination de se lancer. Oui. J'entends bien qu'il y avait ce contexte aussi qu'on a tous vécu qui a aidé au déclenchement. Oui. Qu'est-ce qui a fait, parce que quand même c'est de l'effort pour se dire de se lancer dans le business, lâcher quand même j'imagine un salaire assez confortable. Exactement, oui. Et puis changer de direction aussi, même si tu avais la Fashion Week, un peu ces expériences-là, c'est quand même un saut avec deux petits-enfants. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on a la détermination de se dire c'est le moment pour moi ? Comment ça se passe dans ta tête ? Comment réagit ton conjoint ? S'il est consulté, j'imagine qu'il est consulté à un moment donné, vous en parlez. À un moment donné, oui. Comment ça se passe, le grand saut ? Cet autre grand saut. Ouais, le grand saut. En plus, c'est ce que je mets sur le grand. J'aime beaucoup cette expression et en plus, cette image, la métaphore, elle est belle. 2 choses, j'ai envie de te dire. La première, c'est d'être malheureux au boulot. J'étais malheureusement au boulot. Ça faisait des années, j'ai envie de te dire, les Nations Unies, c'est pas un truc c'est pas une entreprise de passion, entre guillemets. Je suis arrivée un peu là parce qu'on m'a laissé ma chance, mais voilà, je suis vite arrivée au bout de ce que j'avais envie de voir et de vivre. Et au fur et à mesure des années, je m'enlisais dans ce mal-être de ne pas être heureuse au boulot, tout simplement. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime vivre, qui aime profiter, qui vit les choses à 100%. Et c'est vrai que là, dans cette boîte, je vibrais pas, en fait. Donc, à un moment donné, je me suis posé beaucoup de questions. Et comme je te dis, la maternité aussi faisant, je me suis dit, à un moment donné, j'ai envie de vibrer. Moi, j'en ai marre d'être mal au boulot. Moi, je déteste en plus les gens qui se plaignent. Et j'avais un peu l'impression de m'enliser aussi dans ça.
Et un jour, je me suis dit, non, mais en fait, c'est terminé. J'arrête de me plaindre. Je vais prendre une décision et je sais que ce sera la bonne décision. Donc, c'est à ce moment-là que s'impose le fait de se dire, je lance ma boîte. Je sais que ce sera la bonne décision. Oui. Et cette confiance en toi que tu as eue à ce moment-là, elle vient d'où, d'après toi ? Elle vient, pour la petite histoire, moi, j'appelle un jour ma petite sœur qui est au Canada en lui disant, écoute, j'en peux plus de la vie. Enfin, je le dis vraiment texto, je dis, j'en peux plus de la vie. Enfin, j'ai à peine 30 ans et je trouve ça vraiment... c'est naze, en fait. J'ai vraiment l'impression d'être en mode survie. Ouais, exactement. Et du coup, elle me dit, mais pourquoi tu crées pas ta boîte ? Ça fait des années que tu dis que tu vas créer ta boîte. Et je dis, écoute, j'ai pas l'énergie, je suis enceinte de mon deuxième en plus, je vais jamais y arriver. Elle me dit, si, tu peux tout faire. Et ça, en fait, je le dis souvent à ma petite sœur. Je lui dis, mais en fait, Bitouna, c'est aussi... à un moment donné, tu as eu les mots qu'il fallait. Et ça m'a donné l'impulsion dont j'avais besoin, en fait. De me dire, si ma petite sœur le dit, on a grandi ensemble, on est comme ça, c'est sûr que je peux le faire. Et l'impulsion, elle est venue de là, en fait. Et de se dire, je sais que c'est le bon moment. Elle a eu un moment où elle m'a rassurée. C'est fou comme on a toujours besoin de sponsors et d'une personne qui te dit au bon moment, vas-y, let's go, t'es capable, tu vas réussir. Et puis quand on veut, on peut. Et qu'on se bat, qu'on se donne les moyens. Qu'on se donne les moyens, ça le fait. Okay. Et depuis, c'est une superbe aventure, quoi. C'est vraiment une superbe aventure. Ça fait combien de temps alors maintenant ? 4 ans, Bitfinos Covid Non, post-Covid. Bituna, officiellement, je suis enregistrée au registre du commerce depuis 2023. Donc là, c'est seulement ma deuxième année. Ok. Ouais, c'est vraiment ma deuxième année. Ce sera mon deuxième bilan à la fin 2024. Noël, c'est le tout début alors. Mais oui, c'est le tout début. C'est le tout début. C'est trop bien. Oui. Alors moi, ce qui m'a beaucoup séduite dans le concept, c'est que tu proposes donc de l'événementiel où on peut ne pas être au courant. Par exemple, moi, je te mandate pour faire un event. Je peux ne pas être au courant de ce que ça va être exactement, ni où, ni quoi, comment. Et je trouve ça dingue, en fait, parce que c'est tellement de stress et d'organisation, que ce soit dans le cadre du boulot ou dans le cadre du privé, quand tu veux faire un gros event, je pense à un mariage, les 30 ans, 40 ans, ou même pour les fêtes de retraité, etc., que là, je me dis, moi qui aime à la fois avoir le contrôle, mais qui aime tellement les effets de surprise, de pouvoir se dire, je choisis finalement de faire appel à tes services, et tu me prépares un event qui va être tenu secret. C'est bien ça, le cœur de la différenciation de ton concept. Oui, c'est exactement ça. C'est de se dire, à un moment donné, quand j'ai créé, je me suis dit, quels sont les mots de l'événementiel ? Quels sont les mots de l'événementiel ? Pourquoi les gens, ils ont du mal parfois à organiser les événements ? Pourquoi il y en a qui disent qu'ils sont allergiques aux événements ? C'est trop de stress, c'est trop de... Du coup, moi, j'ai un peu accumulé tous ces mots en me disant, je vais créer une agence qui soulage tous ces mots. Donc les gens, ils n'aiment pas gérer la logistique. Ok, on va s'en occuper. Ils ont du mal à trouver des lieux. Ok, on va vous trouver des pépites. Ils savent pas quel prestataire choisir. Ok, on va faire toute une sélection de prestataires. Et du coup, c'était un peu ça l'idée. Et ensuite, je me suis dit, à un moment donné, les agences, elles font déjà ce type de choses. Comment je me différencie ? Par les lieux insolites, d'une part, et par le fait que les lieux soient tenus secrets. Pourquoi ? Parce que je trouvais aussi que ce qui manquait, en fait, c'était le retour à l'enfance. Je trouve que quand on grandit, moi j'ai toujours mon âme d'enfant, et quand on grandit, moi souvent on me disait mais c'est bon, t'es grande maintenant. Mais qu'est-ce que ça veut dire c'est bon, t'es grande maintenant ? Enfin, non, je veux rester petite. J'ai envie de garder ce petit truc que t'as quand t'es enfant. Et je me disais que le fait de tenir les lieux secrets, et je l'expérimente tous les jours avec les clients, ça c'est un truc dans le regard, ce qui se passe, c'est retour en enfance assuré. C'est l'émerveillement, c'est la surprise, c'est le mystère. Et je trouve que c'est ce qui manque un peu à nos vies, et nous, c'est ce que Bitounos vient apporter aux clients. Moi, c'est ça que j'adore dans le concept, vraiment. Je trouve ça vraiment hyper unique et distinctif et très attirant. Ouais, c'est chouette, merci. Et donc, tu te lances il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça ? Il y a un peu plus de 2 ans. La première année, c'est vraiment business plan, test, et 2023, on se lance vraiment. D'accord. Et alors, moi, je t'entends sur ce podcast, je vais checker sur Internet, et là, je tombe sur des photos, parce que j'en ai entendu parler dans le podcast précédent, et je tombe sur des photos de gens qui sont pieds nus dans l'herbe en train de faire un pique-nique, mais un pique-nique de ouf. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est celui-là qui est le plus exceptionnel, mais en tout cas, est-ce que tu peux nous en dire juste quelques mots et comment ça s'est passé ? Est-ce que les gens ne savaient justement donc pas ce qui les attendait ? Et comment tu as réussi à monter ce truc ? Parce que ça fait pas 10 ans que tu existes, quoi.
Non. Explique-nous un petit peu de quoi il s'agissait, en quelques mots, pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi je parle. Savent pas ce que je fais. Ouais. Alors, quand j'ai créé l'entreprise, effectivement, le concept phare, le premier, c'était le pique-nique haute couture. C'est vraiment le concept avec lequel j'ai fait connaître Bitouneuses. Même dans les groupes de réseau, tout le monde m'a connue avec petite inspiration Fashion Week, malgré tout. Un peu, quelque chose de vraiment looké, stylé, pas le pique-nique cheap, avec vraiment quelque chose avec une vraie patte, avec un vrai sens de la créativité et un vrai sens de la décoration aussi. Et du coup, en 2023, je me pose la question, je me dis, à un moment donné, j'arrive sur un marché de niche, parce que c'est vraiment un marché de niche. J'ai tous les gros poissons là, de l'événementiel qui existent à Genève. Comment je peux faire pour que les gens me connaissent ? Et du coup, je me dis, je vais créer un pique-nique haute couture ouvert au grand public. Mais comment tu te dis, je vais créer un pique-nique haute couture ouvert au grand public ? Comment ? Oui. Comment tu viens l'idée ? Comment je l'imagine ? Je pense que j'ai une créativité qui est vraiment débordante. Et du coup, je me dis, j'y vais. Je vais créer ça. Moi, j'ai plein de concepts comme ça qui sont dans ma tête un peu... Et je me dis, je vais créer ça. Et tout le monde dit, non, mais personne ne te connaît, Noël. Enfin, c'est bien beau de rêver, mais personne ne te connaît. Et donc, tu n'as pas de client. Tu te dis, je vais le créer et on verra qui vient à mon event. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est ouvert grand public. Donc, grand public, voilà, je ne suis pas mandatée par une boîte, je crée mon truc et je regarde ce qui se passe. Non, c'est exactement ça. Et je me dis, par contre, il faut 2 lieux qui sont incroyables. Parce que pour le coup, si la promesse, c'est d'avoir un lieu tenu secret, et si la promesse, c'est qu'on trouve les pépites, faut que ce soit à la hauteur aussi. Il faut assurer. C'est ma grosse campagne de promo en même temps. C'est ma grosse campagne. Et là, je peux pas me louper parce que j'aurai qu'une chance. Et du coup, je lance ces pique-niques avec 26 places chacun. Avec un premier lieu. Il y a plusieurs dates. Il y avait 2 dates, ouais. Il y avait 2 dates, le 2 et le 23 de mémoire, à 3 semaines d'intervalle, les deux. Et je me dis, qui vivra verra. On l'attend, quoi. On l'attend. Je suis aidée par une RP. Il y a la presse qui est là, etc., qui répond présent aussi. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça aide aussi. Et les clients sont agréablement surpris parce qu'effectivement, le lieu est tenu secret jusqu'au jour J. On a juste fait fuiter quelques informations, quelques teasers, etc., mais rien de plus. Et franc succès. C'est un succès. Franc succès, ouais. Et là, tu as encore plus la confiance, la détermination de te dire, OK, let's go, on y va, j'y vais. Ouais, là, oui. Et je me dis aussi en même temps, punaise, j'ai mis la barre, elle est vraiment, vraiment haute. La suite, il va falloir être encore plus haut parce que du coup, les gens, ils attendent... On a posé un standing, on a montré ce dont on était capable. Maintenant, il faut aller au-dessus, quoi. Et du coup, il faut assurer, quoi. En termes de créativité, de lieux insolites, il faut assurer. Et à ce moment-là, tu te dis quoi ? Donc, il y a le succès est au rendez-vous. Tu as dû quand même pas mal investir parce que c'était assez conséquent, je pense, au niveau de l'offre aussi que tu proposais pour répondre aux promesses. Exactement, oui. Et alors là, est-ce qu'il y a un moment de latence où tu te dis, OK, maintenant, voilà, je me pose, qu'est-ce que je fais ? What's next ? On va m'attendre aussi au tournant. À quel moment tu te dis, je vais viser contacter des entreprises, je reste sur des events grand public, mais plutôt personnes aisées ou foyer moyen supérieur ? C'est quoi un peu les réflexions à ce moment-là qui te viennent à l'esprit ? Les réflexions, je me dis tout de suite corporate. Corporate, il faut que j'étoffe mon offre. Entre-temps, mon business plan aussi a évolué. De pique-nique haute couture simplement, j'ai réfléchi en me disant que le pique-nique, ce serait un concept, mais que ce serait une agence expérientielle, c'est ce que je dis souvent. Donc événementielle, mais qui crée des expériences. Et je me dis, je vais tout de suite vers le corpo. Parce que le corpo, on peut se faire plaisir. Ils ont des phases hautes et des saisons hautes et saisons basses. Et je me dis, je vais tout de suite aller chercher le corporate en me disant, la fin d'année arrive et on peut aller chercher vraiment des jolis mandats sur la fin d'année. Les privés, je sais qu'ils vont arriver à un moment donné parce qu'une entreprise qui a des collaborateurs qui testent le concept, je sais qu'à un moment donné, s'ils testent et qu'ils apprécient, ils reviendront pour des événements privés. Mais du coup, je cible tout de suite les grosses boîtes corporate de la place Genevoise. Et tu fais comment ? Je suis dans des clubs de réseau, donc ça aide. Du phoning aussi. De la prise de rendez-vous, on regarde des sites, on essaie de trouver sur LinkedIn qui est décisionnaire, et puis je fais comme ça ma petite prospection et je commence à monter comme ça mes bases de données clients. Ok. Voilà. Je vais aussi au culot. Moi, je suis quelqu'un au culot. Enfin, j'ai peur de rien. Il y a rien qui. Je me dis, les gens, ils sont assez réceptifs au concept. J'arrive avec un produit qui est de qualité, qui est original, et donc je me lance. J'y vais un peu culot. Et est-ce que tu arrives assez rapidement à décrocher un joli nom, une jolie marque qui accepte de témoigner, de donner de la visibilité ? Est-ce qu'il y a des enseignes ou le type d'event dont tu es le plus fier, dont tu peux parler là maintenant en disant, maintenant, avec un tout petit peu de recul par rapport à mon lancement,
je suis fière de dire qu'après mon pique-nique aux couture, j'ai pu décrocher tel et tel mandat. Oui, alors oui. Bon, les clubs de réseau ont quand même aidé, parce que du coup, ça te permet, tu as beaucoup de décisionnaires, de décideurs, etc. Oui, puis il y a déjà, on se connaît déjà un petit peu, il y a déjà la confiance qui est préétablie. Il y a déjà la confiance qui est instaurée, tu es là Ouais. tous les mercredis matins à 6h30, donc ils savent que tu es engagé et que tu es quelqu'un de confiance, donc déjà ça aide pour être recommandé. Et oui, j'arrive à avoir des boîtes de wealth management, j'arrive à avoir des grosses anciennes spécialistes dans le tabac, par exemple. Là où il y a de l'argent, quoi. J'ai tout type. De base. Ouais. Oui, voilà. Et des gens, pas que de l'argent, mais des gens qui sont assez ouverts à ce type de choses. Parce que tu as des entreprises qui ont de l'argent, mais qui restent très protocolaires dans leurs événements, tu vois. Oui, puis c'était le point que je voulais aborder avec toi, le lâcher-prise. Donc, comment ça se passe, surtout quand on est dans l'institutionnel ou dans le domaine de l'entreprise, de se dire, j'arrive avec un concept où vous n'avez pas le contrôle sur tout. Ouais. Comment est-ce qu'on vend ça? Parce que moi, je fais des études de marché pour les entreprises. Je peux te dire qu'avant que ça passe à la DG, on se voit 3 fois. Oui, non, c'est vrai. Alors déjà, tu vas avoir 2 types d'entreprises. Tu vas avoir les PME avec des process de décision qui vont être assez courts. C'est-à-dire que tu peux rencontrer l'executive assistant ou la personal assistant qui a son mot à dire dans la prise de décision. Elle va être flattée par le concept et tout de suite, ça va être validé. Donc ça, c'est les entreprises avec lesquelles il est facile de travailler, entre guillemets, parce que le processus de décision est assez court. Et puis après, tu as les plus grosses. Il faut arriver vraiment en ayant fait une vraie étude de marché. Donc, avoir étudié ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans les précédents événements, comment moi, je peux m'intégrer dans ça. Et on y va piano, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que tu vas commencer peut-être en arrivant, en leur proposant juste le lieu, parce qu'ils ont déjà leur liste de prestataires avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Et puis l'année d'après, peut-être que tu vas arriver avec un concept où tu vas intégrer ton chef. Et l'année d'après, peut-être le vidéaste et le photographe, mais tu vas piano. Et en fait, je pense que c'est cette intelligence-là qui fait que, je pense, les entreprises, il ne faut pas non plus trop les brusquer. Je ne suis pas là pour tout révolutionner et je n'ai pas du tout cette prétention. Par contre, je sais qu'on peut changer des choses dans les entités, mais il faut avoir le feeling et capter tout de suite quel est l'ADN de l'entité. Donc tu commences par de l'écoute, c'est un peu comme quand on fait des études qualitatives. Donc tu vois, tu écoutes un peu comment ça se passe, tu regardes un peu les habitudes, les usages du moment, et puis tu instilles la transformation, mais vraiment de manière petit à petit, petits pas, et puis, exactement. Puis une fois que tu fais un peu tes preuves, ça s'ouvre de plus en plus, et puis c'est comme ça que ça lâche. Ouais, c'est exactement ça. Mais je comprends que les gens ils aient besoin d'un peu plus de temps pour faire confiance. C'est l'humain, en fait, il n'y a pas de... Mais moi, après, là, c'est mon rôle, en fait, de faire en sorte qu'ils te fassent confiance et que... Mais c'est la notoriété, c'est les preuves de ce que tu as fait avant qui font que les gens te font confiance. Je me doutais bien que les gens, ils ne me feraient pas confiance comme ça du jour au lendemain sans me connaître. Mais l'écoute active, la prestance, la présence, le fait que tu arrives à capter tout de suite ce dont ils ont besoin, c'est des éléments qui les aident à prendre les décisions. Tu sais, moi, quand je me suis lancée, donc c'était il y a 11 ans maintenant, je travaillais avant dans une boîte qui faisait aussi des études de marché. Et j'avais toujours eu cette appétence pour faire des études qualitatives. Alors j'avais créé, en fait, j'avais vraiment développé le département des études quali dans cette boîte-là. Et je me suis dit, je vais quitter cette entreprise et je vais me mettre à mon compte pour faire que du quali. Sauf que je me suis dit aussi, mais en fait, qui va faire confiance à Esther, qui est toute seule, freelance parce qu'en général, les entreprises comme les tiennes, qui ont des besoins comme ceux-là, c'est plutôt les grosses PME. Et puis, en fait, quand tu arrives seule et que tu n'as pas fait tes preuves, pour avoir ce capital confiance, c'est pas facile, ça prend du temps. Et c'est vrai qu'il suffit. Une fois que tu as 1 ou 2 balles références, ou que tu commences par des petites choses et que tu fais tes preuves, voilà, petit à petit... Ça fait son chemin. Donc je me dis que juste en 2 ans, vu le chemin déjà que tu as parcouru, je peux que voir vraiment des jolis, de beaux augures pour la suite. Ouais, c'est chouette, merci. Aujourd'hui, ton équipe, vous êtes 5-6, c'est ça? On est même 7. 7. Ouais, donc j'ai 2 chargés de projet, j'ai 2 responsables commerciaux qui viennent de rejoindre l'équipe là il y a le 1er novembre, donc c'était vendredi dernier. C'est génial. C'est la journée d'introduction, ouais, c'est chouette. Et ensuite, je vais avoir l'office manager qui est en freelance et le responsable communication qui est aussi en freelance. Donc c'est une équipe qui grossit bien, c'est chouette. Écoute, franchement, chapeau en si peu de temps d'avoir construit tout ça et avoir 2 enfants aussi en bas âge à éduquer, voilà. C'est clair, et avec lesquels il faut passer beaucoup de temps à ces âges-là. Ouais, c'est vrai. Je voulais encore revenir, tu sais, sur le... Donc toi, aujourd'hui, évidemment, ta cible principale, c'est quand même les entreprises. Vu que moi, j'ai un panel consommateur, je t'avais proposé de faire un petit coup de sonde auprès de notre panel pour voir ce que pensait le grand public aussi de ton concept sur des gros events. Donc, on les a interrogés.
on leur a demandé en perspective voilà, des gros événements type mariage, fête de 30, 40, 50 ans, etc. Voilà, les moments où tu ne peux pas forcément tout prendre en charge. Quelle serait un petit peu l'appétence pour ton concept? Et moi, je me reprojetais, tu vois, quand j'ai eu ces moments-là. Moi, j'aurais bien aimé vouloir outsourcer, finalement externaliser toute une partie de l'organisation. Puis c'est vrai que c'est quand même pas mal de stress. Bien sûr. Et puis, je pense au mariage, par exemple, tu as les wedding planners. C'est une chose. Mais après, quand tu passes à la fête de 40 ans, c'est tout autre chose. Et ou bien, il peut même y avoir des célébrations aussi d'enterrement. Tu vois, ça commence à se faire aussi. Ça se fait de plus en plus, oui. Et donc, on a posé la question à notre panel et il y a eu donc une dizaine de questions qui ont été posées. Et je voulais voir avec toi, vu que tu avais eu cette possibilité, tu me disais tout à l'heure, moi, la manière dont je sonde mon marché, évidemment, en B2B, c'est différent, c'est que je vais leur parler, je sonde leurs besoins et puis j'arrive petit à petit. Avec le marché plutôt du grand public, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant ou d'enrichissant dans le fait de se dire tiens, il y a un marché qui est là aussi, qui est prêt partiellement seulement à lâcher les rênes justement et à lâcher prise sur le fait de tenir le lieu secret. Mais il y a quand même une frange de la population qui a aussi les moyens et qui est prêt à pouvoir externaliser et qui était très intéressée par ton concept. Qu'est-ce qui te reste un peu dans ces résultats de cette étude qu'on a faite ensemble et sur l'envie aussi, parce que c'est pas que c'est notre métier, mais le B2C et le B2B, c'est quand même pas pareil non plus. Non. Qu'est-ce que ça a fait émerger en toi, en fait, comme réflexion ou comme point soit d'interrogation, ou au contraire de dire ouais, ça confirme ce que je pensais. Est-ce qu'il y a eu un peu des moments d'étonnement? Alors, dans ce qui ne m'a pas surprise, je dirais c'est la catégorie socio-professionnelle, en tout cas, des sondés. Oui, donc évidemment, on est sur du foyer moyen supérieur. Donc sans surprise. Je savais sans surprise. C'est les clients qu'on cible de toute façon. C'est des clients qui ont du budget, avec lesquels tu vas pouvoir proposer des choses qui sont vraiment insolites et chouettes et qualitatives. Donc là, dans la cible, vraiment pas surprise du tout. Ça confirme ce que je pensais. Ce qui m'a un peu interloquée, moi, c'est le fait de voir que les gens externalisaient très peu pour les événements autres que les mariages et les gros événements. Parce que nous, on a beaucoup de demandes pour les anniversaires, par exemple. Et c'est vrai que la réponse m'a un peu interloquée, en fait, de me dire qu'il y a un pourcentage aussi faible de personnes qui externalisent. Mais on ne sait pas que tu existes, Noël. Ouais, franchement, ça... Je me suis dit, avec les appels entrants que j'ai et les demandes que j'ai, j'étais franchement vraiment assez surprise du résultat. Parce que justement, le plus gros pain point, tu me disais au tout début, moi j'ai levé tous les souffrances, les points de douleur, ce qu'on appelle les pain points, quand tu t'es lancé dans ton business plan. Il y a quand même pas mal de pain points encore aujourd'hui quand on organise ces fêtes. Là, je vois ma fille qui va fêter ses 18 ans dans quelques mois. Il y a eu les chiffres ronds aussi. Moi, je ne vais pas dire que je n'ai pas eu de plaisir, mais je suis un peu arrivée crevée à l'événement, au fait de tout organiser. Et ça ne m'est même pas venu à l'esprit en fait, de pouvoir externaliser non plus une partie. Sur ce côté stress, tu te rappelles, dans le sondage, c'était le premier point qui était le plus intéressant pour les gens. C'est, ça coûte un certain prix, mais par contre, j'ai plus tout ce stress de l'organisation. Et petite cerise sur le gâteau, je vais moi-même être surprise aussi et je vais pouvoir participer à la fête avec autant de plaisir et de réjouissance que les autres. Parce que je ne vais pas porter la responsabilité de la réussite ou de l'échec, ou du côté moyen, de l'événement. Qu'est-ce que est-ce que tu penses que ça va t'amener d'autres pistes de développement par la suite, peut-être pour 2025 ou plus tard, ou tu vas te concentrer sur le B2B aujourd'hui parce que c'est là où il y a le plus de levier de croissance aussi, soyons francs. Oui. Non, j'adore quand même le B2C. On m'a dit, mais fais que du B2B. Et je dis non, parce que mes privés, je les adore aussi, en fait. Je trouve que tu as des jolis moments à fêter aussi avec les privés, et ça, je ne veux pas l'enlever. Par contre, effectivement, il y a un gros développement à avoir pour se faire connaître sur les privés, parce qu'il y a de la demande, en fait. Et comme tu le disais à juste titre, les gens ne sont pas au courant qu'on existe. Et il faut vraiment qu'on développe pour que les gens... Voilà, j'ai envie que dans 5 ans, les gens ils disent événement B2C, tout de suite, que ce soit tout de suite le déclic. Mais bon, ça se travaille, ça met du temps. Mais en tout cas, on y travaille ardemment. Mais oui, il y a un beau marché à se faire. Et puis, ce qu'on vend aussi, c'est le stress-free, zéro stress. Et du coup, dans l'étude, c'est exactement ce que les gens mettaient en avant. Et du coup, la target, elle est là, la cible, on l'a. Enfin, il faut y aller. Maintenant, j'ai envie de poser la question inverse, si je pense à ton équipe. Parce que donc, qui dit on retire le stress de la presta, signifie, en fait, je le mets du coup sur mes équipes, qui ont certes peut-être une appétence pour l'organisation d'événements, la coordination, etc. Mais quand même,
il doit y avoir des moments de stress quand on fait de l'événementiel. Je vais pas appeler ça du stress, moi je dirais plus de l'adrénaline. Ou du stress positif, mais c'est pas quelque chose de négatif. On va arriver là sur une période, ce matin, je te donne juste l'exemple de ce matin, on a 6 dossiers en cours, il faut faire ci, il faut valider ci, ça sert à rien de se stresser, on s'organise tous, on fait une to-do list, on fait des brainstorms assez souvent, on fait des updates assez souvent, et on est hyper organisé. Et moi, dans mon équipe, j'ai pas le sentiment d'avoir des personnes stressées. Je sais par contre que c'est des personnes qui répondent vraiment présentes quand à un moment donné, il faut être opérationnel le jour J. Je dirais pas que c'est du stress, c'est plus c'est de l'organisation en fait. Nous c'est notre métier, les gens c'est pas leur métier. Nous c'est notre métier, donc on est censé savoir gérer ça. Alors je vais peut-être te demander un petit conseil Oui. Pour moi et qui va peut-être aussi aider d'autres personnes. Oui. Moi je trouve que j'ai de la peine en fait à gérer le stress, donc là on a plus de 10 projets en parallèle en ce moment. Mm-hmm. La fin de l'année, dans les études de marché, c'est toujours super chargé. Oui. Parce qu'il y a aussi des budgets qui se liquident. Voilà. Oui. Et donc, il faut démarrer déjà les projets tout en même temps. En termes de charge mentale, ça prend beaucoup de place. Alors, j'ai une super équipe vraiment qui est vraiment au taquet et puis qui prend la gestion de projet aussi en entier. Mais j'ai quand même un peu cette vision d'hélicoptère un peu sur tout. Okay. Et là, je suis tu vois, par exemple, donc, je t'ai envoyé un peu le déroulé de notre discussion hier soir. On se voit début d'après-midi. Oui. J'ai pas pour habitude de travailler aussi à si court terme. Oui. Et je suis vraiment dans une situation où je me sens stressée. Je me lève stressée, donc j'ai de la peine à dormir et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce cercle vicieux qui s'installe. En termes d'organisation, quand il y a tellement de choses à faire et puis que je veux aussi donner encore la place à ces moments de podcast que je veux faire de manière qualitative, en étant bien, en ayant plaisir, parce que c'est le but de faire le podcast, c'est d'avoir du plaisir. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place dans le côté organisationnel, que ce soit au niveau de ma vie, moi Esther, ou bien de l'entreprise, des petits trucs et astuces comme ça que tu pourrais me partager pour que je sois plus dans ces moments où, en fait, il y a tellement de choses, j'ai tellement de choses en tête que j'arrive plus à être sereine et à être positive. Parce que là, je suis en train de compter les jours jusqu'au 24 Noël, des vacances de Noël, quoi, en disant là ça va s'arrêter. Oui, je comprends. Déjà, moi, j'ai une première question à te poser. Est-ce que finalement, ça se passe bien aujourd'hui ? Oui, vraiment, mais ça marche super bien, mais peut-être un peu trop quelque part. Non, mais quand bien même, tu vois, t'as pas tant préparé que ça. Ah, tu dis notre podcast ? Oui, ça se passe très bien aujourd'hui. Finalement, si tu me l'avais pas dit, j'aurais pas su, par exemple. Je me mets une monstre pression tout le temps. Donc, je pense déjà, de 1, tu te mets une pression monstre. Ça, c'est la première des choses. Et puis, la deuxième des choses, je pense qu'il faut prendre... Ça, c'est un truc que je fais, cohérence cardiaque, 3 fois par jour. Tu prends 5 minutes pour toi et tu remets tout de suite... le système, les deux systèmes, tu les resynchronises et déjà, ça te fait baisser la pression. Et je pense que le fait de voir l'enjeu 24 décembre, ça te fait accélérer aussi en disant un jour après l'autre. Aujourd'hui, j'ai la to-do list, c'est ça. Demain, la to-do list, c'est ça. Et du coup, tu te stresses moins. Parce que c'est vrai que si tu es déjà sur les échanges de 2025, ça va te... Ça, c'est vrai que c'est une chose, parce qu'on a pas mal de projets aussi et d'envies, des choses qu'on a envie de mettre en place en 2025. Et pas plus tard que ce matin, on a décidé d'en basculer un complètement on ne le lance plus maintenant, mais vraiment on bascule à même février. Ok. Après, fréquence cardiaque, donc ça veut dire que c'est de la respiration. Cohérence cardiaque, c'est ça, je prends un moment vraiment pour des inspi. Exactement. Et expris très profondes sur la journée. Ouais, ok. C'est ça. 3. Et puis moi, les tout doux. En fait, je note tout. Tout est noté. Alors du coup, ça sort de ma tête. Mais tu les fais de manière digitale, tes to-do ? Ça dépend. Elles peuvent être de manière digitale. On travaille, nous, sur Trello, parfois. Qui aide à bien s'organiser, etc. Après, voilà, tu le suis parfois, oui et non, quand tu as des grosses périodes, mais quand c'est des périodes chargées, c'est vraiment indispensable. Mais sinon, on a des points assez réguliers avec l'équipe. Ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai vraiment délégué. Donc, chacun est responsable de ses tâches. Et du coup, tu leur donnes un fichier qui est vraiment bien détaillé. Et chacune est libre de le remplir. Et du coup, moi, en tant que manager, j'ai juste à aller regarder ce que chacune fait. Et du coup, moi, ça m'enlève du stress. Ah oui, donc je délègue aussi pas mal de choses. Mais en fait, moi, ce qui me manque, c'est que j'ai pas le check du fichier Excel où j'ai les petites coches à côté. Voilà. Je sais que ok, super. Ça peut aider, tu vois, d'avoir chacun sa petite to-do. Ou tu fais une to-do partagée, focal point, qui s'occupe de quoi. Et quand c'est fait, faut checker et c'est barré. Et puis, ça sort de la to-do. Mais écoute, c'est une super idée. Avec la petite case du check, c'est ça qui va... Ok. Merci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Entre entrepreneurs. Avec grand plaisir, il faut s'entraider. Ok. Donc on avait fait le petit point sur le sondage. Maintenant, sur le côté développement personnel, sur comment
on se gère soi, aussi en tant que femme. Oui. Je t'avais dit aussi, c'est vrai, dans l'invitation, ça me tient beaucoup à cœur d'avoir beaucoup de femmes, en tout cas la parité dans les invités de mon podcast, parce qu'il se trouve que... Tu vois, mais comme par hasard, en prenant les rendez-vous, les premiers qui étaient disponibles, c'était des hommes. Okay. Et il s'est trouvé que donc on a commencé par faire des interviews avec des hommes. Et je me suis dit, mais très rapidement, il faut que je bloque à l'avance des femmes pour pouvoir aussi avoir mon quota. C'est bien, il faut. Et je voulais encore te poser quelques questions par rapport à ça, en tant que femme, jeune femme, dans l'entrepreneuriat, en Suisse romande, qui vient de France, mais certes, maintenant ça fait 10 ans que tu es établie. Parce qu'on parle beaucoup aussi, nous on fait pas mal d'études dans le domaine des RH, et on fait des études sur la diversité, aussi sur l'inclusivité notamment. On travaille sur des thématiques d'acquisition de talent. Tu vois, on travaille aussi pour des entreprises qui ont du personnel très technique, très masculin. Je pense par exemple les transports publics de Lausanne, et puis qui essaient d'avoir davantage de femmes, y compris dans des postes de conduite, ou aussi mécaniciennes, etc. C'est intéressant, donc ça, c'est une chose. Et aussi au niveau de la diversité, par rapport au fait qu'on est des personnes qui ont différentes couleurs de peau, qui viennent de différents milieux sociaux, enfin, tous ces aspects-là de la diversité. Et je voulais te poser la question de manière très frontale avec toi. Vas-y, go, tu peux avec moi. Noël, tu ne formalises pas sur ça du tout. Pour les personnes qui seraient que sur Spotify et qui ne le voient pas, tu as la peau noire. Et je voulais savoir concrètement comment ça se passe. Est-ce qu'il y a plus de difficultés pour toi de par cette couleur de peau, sachant que tu es 10 ans plus jeune que moi. Mais moi, quand je suis arrivée en Suisse à 25 ans, je trouvais qu'en tant que jeune femme, c'était compliqué, sincèrement. Je pense que ça a quand même beaucoup changé, heureusement. Mais je me suis dit que ça allait être encore plus la galère, en fait, si on est noir. Et peut-être je me trompe. Donc j'aimerais bien avoir ton son de cloche. Oui, elle est intéressante la question. Moi, alors, peut-être que je me fourvoie, j'en sais rien, mais je n'ai jamais eu de remarques négatives. Enfin, j'ai jamais eu de remarques. Pourtant, j'en rencontre du monde. J'ai rencontré des tas de gens. J'ai jamais eu de remarques déplacées par rapport à ma couleur de peau ou au fait que je sois noire. Et de toute façon, j'ai été éduquée dans ça. Moi, on m'a toujours dit... ok, t'es noire. Enfin, mes parents, c'est comme ça qu'ils m'ont toujours éduquée. T'es noire, mais si t'as un refus pour une raison X ou Y... on ne veut pas que tu te poses la question de savoir si c'est parce que tu es noir ou pas. Et du coup, je suis vraiment dans ça. Donc, si j'ai su un refus de la part d'un client, je ne me pose pas la question. Je me dis, je lui pose toujours la question. Pas de budget, pas de dispo. C'est pas grave, on passe à autre chose. Donc, je ne suis pas du tout dans ça. Et pour te répondre, T'as pas vécu le racisme? Aucunement. Non. On m'a posé la question. Un jour, on m'a dit, mais comment tu vis le fait d'être noire et de faire du luxe ou d'avoir un produit de luxe? Je comprenais pas le sens de la question. J'ai réfléchi 2 secondes aussi. Pour en être honnête avec toi, mais je le vis comme on demanderait à Charlotte, blanche de peau, comment elle vit le fait de faire du luxe et d'être blanche. Enfin, je veux dire, pour moi, la question, elle a pas lieu d'être. Après, que les gens se posent des questions, ils ont le droit. Que pour certains, ce soit un motif de refus, ils ont le droit. Mais en tout cas, moi, ça me regarde pas. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, alors. Oui, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est rassurant, ça montre qu'on va dans la bonne direction. Et que... Oui. Je pense vraiment que c'est une question, de personnalité, et ça, les gens, parfois, ils ont un peu... Oui, reparlons du mindset. Oui. Ouais, non, je pense que c'est une question de personnalité, de charisme, d'attitude, de tout, en fait. Moi, je ne vais pas m'offusquer parce qu'on me pose des questions sur mes origines, sur ma langue maternelle, C'est mon identité, c'est moi, en fait. C'est quoi ta langue maternelle? Ma langue maternelle, c'est le mandjak. Ok. Donc, c'est un petit dialecte de Guinée-Bissau. En fait, on a les deux. Mes parents, on est bissau-guinéens et sénégalais. Et du coup, ma langue maternelle, c'est le mandjak. Et pour la petite histoire, avant mes 3 ans, je ne parlais pas du tout français. Incroyable. Ouais. Et tu parles combien de langues? Parce que vu tes études, tu en parles aujourd'hui 4? 5. 5. Ouais. La classe. Ouais, j'ai une vraie appétence pour les langues. Enfin, ça me fascine, moi. Ça t'aide dans ton boulot aujourd'hui? Oui, ça m'aide de pouvoir faire des entretiens en anglais. Ça m'aide pour certaines ambassades au tout début de pouvoir faire les présentations en espagnol. Oui, ça m'aide vraiment. Ouais, ça m'aide vraiment. Bon, le mandjak, je ne pense pas avoir un jour défini un mandjak, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. On peut toujours se développer à l'international. Tu as des ambitions un peu de... Ah oui. C'est vrai? Ouais, là, je commence un peu à me dire... je vois un next step, en fait, en me disant... moi, l'idée, l'année prochaine, c'est d'inonder, d'être une référence sur le marché suisse romand et suisse d'une manière globale. Et après, c'est l'international. J'y pense déjà dans ma tête. J'ai déjà une stratégie pour dans 2-3 ans, en fait. Mais l'international, c'est quoi? C'est la France? Non, la France, pas du tout. Ok. Ça pourrait, mais pas du tout dans ce que j'ai en tête. Non, moi, l'Amérique latine, ça me fascine. Les États-Unis, ça me fascine. Ah, carrément? Oui, Dakar, ça me fascine. J'ai des envies, d'ailleurs, vraiment.
Oh, waouh, c'est du vrai international pour le coup. Parce que là, vous êtes quand même dans une offre physique. Vous offrez de l'expérience. Donc, est-ce que tu penses qu'il faut quand même ce contact humain? Donc, c'est des équipes sur place. Enfin, Alors après, tu as deux stratégies. C'est celle de te dire, tu peux rester à Genève et dès que tu as des clients à l'international, tu voyages. Ou c'est de te dire, tu ouvres des antennes à l'international. Oui, parce que quand même, pour avoir tes lieux insolites... oui, il faut être sur place. Oui, il faut regarder. Oui. Okay. Non, faut être vraiment sur place. Mais là, c'est cool. On a un projet à Turin là en décembre et on nous a mandaté pour un projet à Casablanca au mois d'avril. Donc ça commence un peu à... Ah oui, ça peut être même fait à distance, mais depuis ici. Oui, parce que du coup, c'est des concepts. En fait, ils ont vu les concepts sur le site internet et ça les a intéressés et ils ont juste envie qu'on duplique nos concepts à Genève, par exemple, à Casablanca. Cool. Et ça, c'est génial, ça. Ouais. Trop cool. Donc c'est bon, on prend la bonne direction. Ouais, je vais reprendre les voyages. Ouais. Un autre marché à explorer. Du coup, tu vas un petit peu faire ce que tu aimes aussi par rapport au côté un peu plus... C'était pas du tourisme, hein, mais dans ton appétence aussi des langues, de voyager, l'évasion et offrir du plaisir. Waouh. Ah ouais, ça ouvre de belles perspectives. Ah oui, ça ouvre vraiment de belles portes. Ouais. Cool. Donc, oui. Et comment tu vas faire pour mettre tout ça en place? C'est quoi un peu ta vision on va être à court terme, alors on va se dire à 3 ans. À 3 ans, du coup, ça va être de développer l'équipe créa. Donc, du coup, on a 2 équipes là. On a l'équipe des commerciaux et l'équipe créa. Du coup, ça va être vraiment développer la notoriété parce que du coup, c'est ce qui fait que ton vivier de clients, il accroît aussi. Et 2, développer les équipes, quoi. Plus tu as de mandats, plus tu peux recruter. Et c'est de vraiment développer les équipes avec des talents. Moi, c'est vraiment des talents que je recrute. C'est des gens qui ont vraiment... déjà, qui sont multicasquettes, qui sont autant capables d'être commercial que d'être créa, de créer un concept de A à Z, qui comprennent le langage, en fait. Le langage de l'événementiel, en tout cas, nous, dans l'agence, il est vraiment très spécifique. Et je veux des gens qui soient à même de le comprendre, quoi. Et comment tu arrives à trouver ces pépites, ces talents? Par exemple, pour les commerciaux, là, on a lancé une offre d'emploi il y a un peu plus de 4 semaines. En 2 semaines, on a reçu 120 candidatures. Et je recevais plein de messages sur LinkedIn ou de mails. Mais votre agence, elle est vraiment géniale, c'est dans l'air du temps, c'est ce qu'on veut, etc. Et là, en ayant échangé avec les candidats qui avaient été retenus, il y en a beaucoup qui ont mis en avant les valeurs. En fait, ils m'ont beaucoup dit, dans ce que tu transmets, dans ta manière de communiquer, on sent beaucoup de transparence, le rêve est possible, on a envie vraiment d'une entreprise pour laquelle on a vraiment envie de travailler parce que ça nous tient à cœur d'avoir une mission de vie. Et je me dis, ouais, on y est en fait. Moi, je trouve que finalement, je m'en fiche du CV. C'est très bien si tu as un joli CV. Mais moi, c'est des talents que je recrute, c'est des personnalités, c'est des personnes que je recrute. Le mindset? C'est le mindset, c'est la détermination qu'ils ont. Je veux avoir des gens qui se connaissent aussi. Parce que du coup, tu vas être challengé là, avec les clients. Parfois, tu es challengé avec des concepts et tout. Tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Et j'avais envie d'avoir des gens qui aient une personnalité vraiment atypique. Et qui partagent tes valeurs. Mais comment tu arrives à évaluer ça, en fait Tu le vois très rapidement quand tu échanges avec les gens. Sans que ce soit une question de feeling. Et alors, il y a la question de feeling, effectivement. Mais dans les questions que tu vas poser en entretien, tu vas voir tout de suite si les gens, en termes de valeur, ça va jouer. Et puis après, tu as l'intuition aussi. Mais tu vas voir tout de suite dans les questions que tu vas poser, leur manière de répondre. Et est-ce que tu n'as pas l'impression enfin, alors moi je parle peut-être un peu pour moi, mais j'ai l'impression que là où il y a les meilleurs matchs aussi dans l'équipe, c'est des gens, tu disais, il faut qu'il y ait une casquette à la fois commerciale, à la fois créative, et ils sont un peu aussi entrepreneurs dans l'âme, enfin au niveau du mindset, il faut qu'il y ait cette envie de créer, de co-créer et d'être un peu moteur aussi dans le quotidien, mais aussi dans la vision et le développement de la boîte, d'être vraiment partie prenante de son développement. Oui, c'est exactement ça. C'est d'avoir des personnes qui sont salariées, mais entrepreneurs dans le mindset. C'est exactement ça. Qui ont envie de créer cette vision, qu'on crée cette vision ensemble. Moi, j'ai un type de management où je laisse beaucoup la parole. Exprimez-vous, sentez-vous libre. On n'est pas obligé d'être d'accord sur les concepts, par exemple, mais défends ton idée. Moi, c'est vraiment ce que je veux. C'est ce qui m'a manqué beaucoup dans les boîtes dans lesquelles j'étais, où j'avais l'impression qu'ils captaient pas grand-chose aux techniques de management. Et là, je veux vraiment ça. Je veux des gens qui soient à même d'exprimer un point de vue. Et de toute façon, l'événementiel, pour reprendre ce que tu disais entre les multicasquettes, tu es obligé d'être multicasquette. Tu vas te retrouver parfois sur un événement, y a des palettes à déplacer. Tu vas pas dire non, mais j'attends le technicien qui arrive dans 2 heures. Tu vas le faire. Et ça en dit long, en fait. Je les prépare à ça parce que je sais que sur les événements, tu vas te retrouver parfois à faire des choses... t'as pas à faire ça. Sur un Koh-Lanta cet été, on s'est retrouvé à devoir déterrer parce que le terrain, il n'était pas hyper... à passer la brouette. Ça fait partie du job, en fait. Koh-Lanta ? On a créé un team building Koh-Lanta cet été. Ouais, c'est un de nos concepts phares aussi. Et on s'est retrouvés sur place à devoir faire des choses. Mais moi, j'arrive pas avec mes grands airs en disant non, mais c'est pas moi qui le fais ça. Si, on le fait tous, on se retrousse les manches, on le fait tous.
Et tu le vois tout de suite. Tu vois, quand tu rencontres les gens, tu vas tout de suite voir si c'est des débrouillards ou pas. Ok. Mais je veux des gens aussi qui se connaissent bien. Et ça, en entretien, tu le vois tout de suite. Tu aurais un truc à me... Là, je suis en train de recruter. Alors, c'est un poste stagiaire, donc c'est vraiment pour faire de l'upskilling et d'être au tout début de la carrière. J'ai reçu beaucoup de CV aussi, une 60aine, donc je me dis je vais devoir faire un tri. Un premier tri sur les CV. Je comptais faire tu sais, nous, dans notre manière de faire des enquêtes, on utilise aussi le vidéo ask où tu peux envoyer la question en vidéo et la personne te répond en vidéo. Oui. Tu n'as pas besoin d'envoyer 36 questions. En gros, tu en envoies 3-4 qui sont bien ficelées et puis tu vois déjà un peu comment la personne répond. Est-ce que ça te semble être une bonne approche pour faire un premier filtre, c'est pas très agréable comme mot, mais c'est un petit peu ça. Parce qu'en fait, ça prend du temps de pouvoir les voir et les sentir. Tu vois, comme tu disais, tu vas tout de suite sentir s'ils sont débrouilles, s'ils ont le bon mindset, etc. T'as pas vu les 120 CV, quoi. Donc, comment tu as fait pour faire une première sélection? Et est-ce que tu penses, sur la base de ton expérience, que ce serait une bonne manière de faire, d'avoir finalement un retour en vidéo où tu te dis, non. Alors, pour répondre à ta question, j'ai délégué à un cabinet qui s'occupe de... Ah, donc tu avais déjà les 3 profils retenus. Donc Non, mais on m'a consulté sur les CV. En fait, il y a eu 4 phases, nous, dans l'entretien. Et la dernière phase, elle était hyper originale parce que c'était la phase 4, mais ils ne savaient pas combien était retenu pour la phase 4. Et en fait, ils étaient 8. Du coup, j'avais envie de voir comment ils étaient en équipe. Ça, c'est un conseil que je peux te donner, de faire une phase finale où tu as tes 8 pépites. Et du coup, nous, on avait préparé des questions bien spécifiques pour voir un peu comment ils interagissaient les uns avec les autres. Je voulais tester la créativité, je voulais tester la cohésion d'équipe, je voulais voir comment ils arrivaient à travailler en binôme. Et au final, on ne s'est pas trompé sur le choix. Alors qu'ils sont dans un contexte compétitif, il y a un job pour une personne, ils bossent les 8 ensemble. Dans le cadre du process final du recrutement, c'est incroyable. Ouais, et finalement, coup de cœur. Donc finalement, au lieu d'en recruter un, j'en ai recruté 3. Ah bah voilà. Donc tu vois, finalement, Okay. c'est tout le monde. Et moi, je voulais pas qu'ils voient ça comme une compétition. Moi, je parle jamais de compétition. Je dis souvent. Oui, je vois bien l'approche collaborative, mais moi, du coup, je la vois avec un autre regard. Où je me dis, mais en fait, les 8 personnes que tu as présélectionnées, elles se retrouvent à bosser ensemble pour le coup, on pense une place qui se retrouve à en être 3 qui s'ouvrent. Mais le but était vraiment de voir l'état d'esprit. Si tu arrives en disant, non, mais c'est bon, c'est mort, j'ai une chance sur 8 d'être pris. Allez, next. Parce que du coup, tu n'es pas dans le mindset pour moi. Tu n'as pas compris, en fait, l'ADN de B2Ness. Nous, parfois, on peut essuyer 10 refus parce que les clients, pour des raisons X ou Y, on s'en moque. Mais c'est pas grave, c'est pas sur les 10 que je vais me focus. Je vais me focus sur celui qui m'a validé. Et je veux vraiment que les gens ils aient ça en tête aussi, quoi. Donc, je te conseillerais, oui, la réponse en vidéo. Je trouve que c'est une superbe idée. Mais on a regardé aussi, là, sur les CV, les hobbies. Parce que je trouve que ça en dit long sur les personnes aussi. Ça, j'aime bien, j'aime beaucoup. Après, tout ce qui est sur le CV, c'est chouette, c'est du théorique. Maintenant, quand tu es présent, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi, en vrai, c'est une super idée. Puis il y en a même pas mal qui se connaissent parce qu'ils sont... J'ai aussi eu l'annonce qui a été diffusée dans le cours, c'est vraiment le module spécial études de marché. Oui. Donc ils sont dans la même classe. Ah. Pas tous, une partie. Une partie. Ça peut permettre... C'est une bonne idée, en tout cas, je retiens. Ouais. Et puis le stage, je pense pas que... Moi, j'ai eu des stages hyper formateurs. Et on m'a jamais prise pour la stagiaire. Jamais. Je suis arrivée le premier jour, elle m'a dit « Tu es une collaboratrice à part entière ». Et je trouve que même en termes de la manière dont tu te sens, en termes de responsabilité, ils me considèrent, quoi. Je suis pas là juste à faire les photocopies et les cafés pour tout le monde. Ah, mais c'est clair. Oh mon Dieu. Et puis, je peux te dire qu'alors nous, Danilo, qui a commencé comme stagiaire en janvier, qu'on a donc, qui est resté, qu'on a converti en juin... je pense qu'à J3, il avait déjà chargé d'études comme job title. Parce que c'est ça qu'il faut. Il faut responsabiliser. Et les gens, du coup, ça leur donne vraiment envie de s'investir, quoi. Par contre, je sais pas, je veux pas promettre non plus que je vais garder la personne parce que je veux quand même expérimenter pendant 6 mois et puis avant de prendre ma décision. Mais le considérer comme un collaborateur. Je trouve ça hyper... Donc, tu es en phase de croissance, 3 recrutements quand même. Financièrement, comment tu gères cette croissance? Tu as été backupé par des banques, c'est tout fonds propres? Non. Ok. Pas backupé par des banques, uniquement mes fonds propres. Alors, la première année, c'est vrai que j'ai investi beaucoup, beaucoup d'argent, un peu plus de 100 000, donc c'est énorme. Donc, mes fonds propres, j'ai été aidée aussi par mon mari. Et là, c'est les mandats qui tournent. C'est les mandats qui tournent, en fait. Donc, mais à un moment donné, comme je disais, j'ai atteint le plafond de verre, là.
on a atteint avec Mélina la capacité maximale, on ne peut pas aller au-dessus à 2. Et du coup, c'était presque une évidence que de recruter, quoi. Okay. Et en se disant, 3 personnes en plus, 3 personnes qui vont nous aider pour la vision, 3 nouveaux réseaux, 3 manières de procéder qui vont nous aider à grandir. Je prends le risque, en fait. Oui, ça va s'accélérer de ouf, là. Ça va s'accélérer. Et là, je passe mon temps à faire des one-to-one, et des updates. Mais c'est pas grave, c'est pour le meilleur. Et moi, ça me va très bien. En tout cas, j'ai recruté 3 jolies personnes. Et c'est que le début. Mais j'ai hâte de voir la suite, en tout cas. Alors, envie de rebondir sur le point du début. Tu me disais, quand j'étais athlète de haut niveau, à faire mes triples sauts, j'avais un mindset qui n'est pas le même que celui que j'ai aujourd'hui. Ouais. Comment tu qualifierais la jeune femme que tu es aujourd'hui et ton mindset d'aujourd'hui ? Alors, par plusieurs choses, on parle beaucoup du positif, c'est vrai, mais il y a aussi les expériences de vie, les épreuves de vie, qui forgent aussi, je trouve, la personne que je suis devenue. J'ai eu pas mal de traumas, moi, entre mes 18 et mes 23 ans. Et je pense que ça m'a beaucoup appris la résilience, déjà de 1. De se dire que il faut se battre, en fait. La vie, elle n'est pas toujours toute belle. Parfois, tu peux avoir vraiment des gros traumas. Tu peux perdre aussi des gens dont tu es proche. Et ça, je trouve, il se passe un truc dans ta tête. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais je me laissais un peu porter par la vie, je pense, entre mes 18 et mes 24 ans, en ayant de l'ambition. Mais je n'avais pas le sentiment de me connaître parfaitement comme je me connais maintenant. Et après tous ces traumas et ces chocs que j'ai eus, je te dis, pendant cette période de 6 ans qui ont été quand même assez violents, tu sors de là et tu dis, à un moment donné, je suis obligée de me connaître parce que sinon je m'écroule, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté, je ne peux compter que sur moi-même, quand même, quelque part, et donc si je ne suis pas, moi, debout ou prête à me relever, il ne faut pas que j'attende que quelqu'un le fasse pour moi. Oui, il y a ça aussi. Ça, c'est hyper, c'est clair. Même si tu as le soutien de ta famille, bien de sûr. Tes amis proches, c'est clair. Mais là, tu peux compter que sur toi. Tu vois, quand tu es sur un lit d'hôpital et qu'il y a ton corps qui te lâche, tu peux compter que sur toi. Donc se relever de ça, je trouve ça... à un moment donné, c'est A ou B. Et à un moment donné, A, tu t'écroules et B, tu t'en sors. Et du coup, j'ai choisi B. Toi, ça t'a donné la niaque. Donc, ça m'a donné la niaque. Et là, je sais ce dont j'ai envie. Je sais où je veux aller. Je connais mes limites. Et j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de travail de développement personnel aussi les dernières années. J'ai fait de l'EMDR pour travailler sur mes traumas. Enfin, j'ai fait plein de choses. J'ai été accompagnée par des coachs, des mentors. Et aujourd'hui, te dire, si quelqu'un me dit « Est-ce que tu te connais, Noël ?» Je me dis « Mais ouais, je me connais puissance 1000, quoi. » Et parfois, les gens, ils vont pas comprendre pourquoi tu prends cette décision, mais toi, tu te connais tellement bien et tu as tellement foi aussi en ce que tu fais et en ce que tu es capable de faire que du coup, tu y vas. Donc le mindset, c'est de se dire « Je me connais ». Beaucoup plus que quand j'étais athlète. Et je me dis, mince, punaise, on revient pas en arrière et j'ai pas de regrets, mais si je me connaissais, franchement, j'aurais tout dégommé. Et je le sais, j'en suis certaine. Mais je me connais mieux, je me rends compte aussi que la vie, elle avance, ça c'est clair, et que demain, c'est trop tard. Donc fais aujourd'hui ce que tu peux faire aujourd'hui, parce que tu sais pas si demain t'es là aussi. Et de se dire, tente, enfin, t'as rien à perdre, quoi. Vas-y, tu tentes et t'as de toute façon rien à perdre. Quoi qu'il arrive, tu apprendras. Si tu devais donner un conseil à un jeune homme, une jeune femme, quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, jeune, pas forcément jeune, après tout, que la personne ait 25, 30, 35, 40, ce serait quoi un peu les conseils que tu lui donnerais aujourd'hui ? 1, la vie est hyper courte. Franchement, lance-toi. Arrête de tergiverser pendant 1000 ans. C'est A ou B. Tu choisis. Et puis, si tu prends la décision B, fonce en fait. Va au bout. Je dirais que l'accompagnement est hyper important. L'accompagnement pour 2 raisons. La première, c'est d'apprendre à se connaître vraiment et de pouvoir affronter les épreuves de la vie comme parfois comme elles arrivent. Et la deuxième, c'est de se connaître pour pouvoir foncer en fait. Parce que quand tu te connais parfaitement, tu sais aussi mieux te vendre face à des recruteurs potentiels, face à des prospects potentiels. Et ça, c'est hyper important. Donc, se faire accompagner. Mais se faire accompagner, c'est quoi ? C'est faire des assessments ? C'est aller voir un psy ? Non, je ne parle pas forcément du côté psy. Moi, je dirais plus par des mentors ou des coachs. Tu as quand même moi, par exemple, être aîné d'une famille, l'aîné d'une famille africaine en plus, tu as beaucoup de responsabilités sur tes épaules. Ça, il faut le dire. J'imagine.
Et du coup, il faut aussi... T'es un peu le modèle type, en fait. Toi, t'es le prototype quand t'es l'aîné. Et c'est-à-dire que tous les autres doivent se mettre au diapason et faire un peu comme toi. Sauf que finalement, par moment, t'as pas eu le choix que de prendre certaines décisions. Parce que comme t'étais l'aîné et qu'il fallait que tu montres l'exemple, t'as pas toujours fait ce que tu voulais faire, en fait. Et du coup, s'enlever ce poids de la responsabilité de l'aîné, même dans la vie de tous les jours, tu vois, t'es pas là à prendre soin de tout le monde. T'es pas obligé de prendre soin de tout le monde, tu vois. T'es pas l'aîné de tes amis, par exemple. Et du coup, c'est un peu aussi prendre du recul par rapport à ça et de se dire que toi aussi, tu comptes en tant qu'humain, en fait. T'as pas que la casquette de l'aîné ou le maillot d'aîné que tu peux jamais enlever. Oui, mais c'est parce que tu as eu ce rôle pendant un certain temps qui a fait que ça a quand même forgé aussi ton caractère, ta manière de fonctionner. Oui, je pense. C'est compliqué de changer. C'est compliqué de changer, mais c'est des traits que tu peux enlever, en fait. Toi, tu comptes. Et moi, je dirais, on compte tous, quoi. Moi, parfois, je suis maman. Enfin, parfois, je suis maman, mais j'explique bien à mes enfants qu'ils comptent, mais moi aussi, je compte, en fait. Mes enfants, c'est ma vie, c'est tout pour moi, mais j'existe aussi en tant qu'humain. Et ça, c'est hyper important. Et c'est aussi ce que j'essaie de faire comprendre à mes clients. Vous êtes client, c'est vrai. Moi, je suis Noël, c'est vrai. On doit travailler, Bitouneuse doit travailler pour vous. Mais je veux aussi être respectée en tant qu'humain à part entière. Et quand tu instaures ça, du coup, ça roule. Je peux dire que ça roule. Oui, et puis c'est quand même l'avantage de pouvoir être à son compte et de choisir avec qui tu as envie de bosser. Si tu sens qu'il n'y aura pas un match et que tu n'es pas respecté, que tu n'es qu'une exécutante ou que tu n'es pas considérée, merci, au revoir. Quoi. Merci, au revoir. C'est ça. La vie est courte. Et tu as des gens quand même qui t'inspirent, qui ont ce rôle, ces rôles modèles ou de mentoring aujourd'hui en dehors du réseautage de réseau. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, réelles, que tu peux voir dans la vie de tous les jours ou sur les réseaux ou... C'est qui, pourquoi? Ouais, il y en a plein. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup particulièrement, c'est Mawa McQueen. Tu sais, c'est cette nana qui fait des crêpes. Elle s'est lancée dans elle vend les crêpes les plus chères du monde. Ah non, j'ai pas suivi ça. Et en fait, elle explique dans son parcours, je regardais son reportage la dernière fois, et elle a créé un premier business, ça n'a pas marché. Et un deuxième, ça n'a pas marché. Et le troisième, ça a explosé. Et bon, maintenant, aujourd'hui, elle est multimillionnaire. Et elle inspire tellement confiance. Enfin, c'est une Parisienne de base, elle est française. Elle est arrivée aux États-Unis, elle s'est faite comme ça toute seule. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Et je la suis de près et j'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis, qui j'ai d'autres? Il y a Viola Davis que j'aime beaucoup. Une actrice afro-américaine elle me fascine dans son discours, dans ce qu'elle dit. Enfin, elle me fait pleurer parfois dans ses pitchs parce que c'est tellement percutant et ça parle à mon âme, en fait, j'ai l'impression. Donc, ces gens-là qui m'inspirent. Puis moi, les sportifs de haut niveau, clairement, que ce soit des footeux, des basketteurs, je trouve ça juste fantastique, ce qu'ils font au quotidien, cette rigueur qu'ils ont, cette manière de se battre pour ce qu'ils veulent. Ouais, ça me parle beaucoup, moi. J'ai pas besoin il me faut pas grand-chose pour être fascinée, tu vois. Il me faut juste des gens qui ont le bon mindset, ça me va très bien. Écoute Noël, je te remercie beaucoup, c'était hyper inspirant. Je trouve que ça nous a donné vraiment plein de good vibes et de la volonté en fait. Oui. C'est ça que j'aime bien dans les podcasts en général avec le choix des invités que j'ai la chance de pouvoir rencontrer. Oui. C'est de donner un peu aussi cet impulse de dire voilà, je l'ai fait, c'est possible, osons, allons-y. Oui. Et essayons de faire du mieux qu'on peut, avec aussi nos moyens, nos ups, nos downs. Exactement, de bien s'entourer, que le succès il vient aussi en étant avec des talents, des gens qui vont dans la même direction que toi, qui font ensemble avec toi dans cette même vision, en partageant des belles valeurs. En tout cas, c'était vraiment un très bon moment que je viens de passer avec toi. Je te remercie beaucoup. Merci, je te vois déjà aller vraiment très loin avec, je me le souhaite, en tout cas, avec ton activité. Et je te remercie beaucoup d'avoir passé 1 heure avec nous aujourd'hui. Toute dernière petite question. S'il y avait une personne à inviter dans le podcast, une personne qui te vient à l'esprit, là, du coup, on ne l'a pas préparée, qui est en Suisse romande parce qu'il faut venir quand même à Lausanne. Est-ce que tu auras un nom pour moi d'une personne à rencontrer? Oui, et je dirais Yann Raipin. Il a fait partie de l'équipe de France de gymnastique. Il a écrit son livre Déraciné. Qui est juste sublime. C'est un gars vraiment que j'apprécie beaucoup pour son parcours, pour son humilité. Et c'est le premier sportif de haut niveau aussi à avoir fait l'EDEC. Et du coup, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment t'inspirer parce que moi, il m'inspire beaucoup. C'est parfait. Je te remercie beaucoup avec pour cette grand plaisir. Et encore, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui et ton big smile et toute cette belle énergie. C'est chou. Merci infiniment, Esther. Merci, c'est gentil. Merci, tout de bon.